Bonjour, vous voyez que tout arrive, voici enfin le premier numéro de notre opération Questions à la laïcité. Je vous rappelle le principe de cette opération. Notre société nationale s'interroge, elle le fait depuis un an et demi, presque 2 ans, à la suite des événements que vous savez, à la suite aussi de la constatation d'une série de dysfonctionnements, pour employer un mot qui est devenu à la mode. Le public s'interroge, la population s'interroge, et en particulier des laïcs, et nous l'espérons, l'ensemble des laïcs. Nous avons donc voulu recueillir un certain nombre de questions précises qui ont été formulées par un citoyen, une citoyenne, je dirais presque pris au hasard, enfin tout au moins ceux qui sont venus vers nous et qui ont souhaité s'exprimer. Ces questions, nous les avons proposées à des experts, à des compétences. Nous avons recueilli leurs réactions, leurs réponses. Ce sont ces réponses que nous allons vous proposer aujourd'hui dans cette émission et au cours des 2 émissions prochaines, dans nos émissions radio et aussi, last but not least, dans notre magazine mensuel Espace de liberté. Ces réponses ont été groupées en 3 thèmes principaux, dont voici le premier. Et le premier thème, c'est le fonctionnement de nos institutions. La Belgique est, en principe, un État de droit. Nous sommes une monarchie constitutionnelle, une démocratie parlementaire à système bicaméral. Nous avons les 3 pouvoirs traditionnels, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, qui sont censés s'équilibrer, se compenser l'un l'autre. Et nous sommes donc en droit de nous poser la question de savoir si cette belle mécanique fonctionne bien. Les choses sont relativement compliquées en Belgique, puisque, rappelez-vous, nous sommes un État fédéral, nous avons 3 communautés, 3 régions. Malheureusement, les régions et les communautés ne correspondent pas, ne sont pas superposables, comme dirait un géomètre. Et c'est peut-être de là que viennent un certain nombre de difficultés. Alors, voici quelques-unes des questions que nous avons recueillies, et surtout les réponses qu'elles ont suscitées. Je voudrais savoir ce qu'il advient de la volonté que les citoyens ont exprimée pendant les élections. Moi, je crois que le citoyen s'interroge sur la responsabilité des pouvoirs publics. Robert Badinter le rappelait récemment, il n'y a pas de pouvoir sans responsabilité. Or, il se fait qu'un certain nombre de phénomènes font que les mécanismes de responsabilité ne jouent plus, ou ne jouent plus, disons, suffisamment. Je prends un exemple. Prenez le pouvoir judiciaire. Il est très contesté aujourd'hui. Lui dit, moi, je suis indépendant. J'exerce ma fonction de manière indépendante. Et à la limite, cette indépendance, c'est aussi l'irresponsabilité. Je n'ai de compte, finalement, à rendre à personne, ni à la nation, ni à ses représentants, ni au gouvernement. Et il faut bien dire que l'indépendance de la justice belge, comparée d'ailleurs à ce qui se fait dans d'autres pays, est une valeur et une vertu qu'il convient de préserver. Mais pas de contrôle, est-ce possible en démocratie? Dites-vous bien aussi que d'autres pouvoirs, je pense au gouvernement, bon, il est contrôlé. C'est en tout cas la lettre des textes constitutionnels. Les ministres sont responsables devant la Chambre des représentants, ils sont responsables devant l'opinion publique. Mais un ministre qui est renversé, comme on dit, un ministre qui démissionne spontanément parce qu'il constate l'échec de sa politique, ou simplement l'échec qu'il subit sur un point déterminé, ça, c'est vraiment l'événement exceptionnel qui défraie la chronique. Tout le monde, c'est le langage bien connu, responsable, à la limite, responsable moralement. Mais personne ne se sent coupable. Alors, le citoyen dans tout cela, il se dit, mais finalement, il n'y a plus que moi qui suis responsable. On me dit, vous êtes citoyen, vous devez faire preuve de civisme, vous devez vous intégrer dans la vie politique, vous devez participer à la gestion des affaires publiques, et puis, si vous ne le faites pas, eh bien, c'est vous finalement le grand responsable de ce marasme institutionnel. Le citoyen, là, ne comprend pas, il a l'impression de jouer dans un jeu de dupes, si vous me permettez cette expression.
Il est vrai que nous fonctionnons dans un système de démocratie représentative et que par conséquent, le citoyen, à l'occasion des élections qui se déroulent périodiquement, donne un mandat à ses représentants. Donc dans cette mesure-là, on peut dire que pendant la durée du mandat, le citoyen n'a pas grand-chose à dire sur le travail du Parlement. D'un autre côté, ça n'est pas vrai dans la mesure où le citoyen continue à s'exprimer, même pendant les législatures, et il s'exprime de différentes manières, par exemple à la télévision, par exemple dans la presse, par exemple en manifestant, par exemple, le cas échéant, en faisant la grève. Ou en faisant, comme on l'a connu l'année dernière, une énorme marche blanche. Par exemple. Moi, je n'ai pas peur de dire, un sentiment, que le 20 octobre 1996 a été une date importante. Il y a eu une marche, mais je crois qu'il y a eu quelque chose de plus important. Il y a eu une démarche citoyenne par laquelle peut-être les hommes et les femmes de notre pays se sont dit j'existe. Je n'ai peut-être pas beaucoup de choses à dire, mais je tiens à le dire, et je tiens à dire que je n'entends pas être traité comme moins que rien. Et peut-être mieux encore, ce citoyen s'est dit qu'il avait peut-être un rôle à jouer, et que l'avenir qu'il entrevoyait pour lui-même et pour ses enfants, il entendait d'une certaine manière le définir. Vous comprenez bien que cette réaction-là, cette démarche citoyenne, met aussi mal à l'aise les autorités publiques, parce que le Parlement a toujours tendance à dire vous votez une fois tous les 4 ans, eh bien maintenant laissez-nous travailler et ne venez pas dans la cour des grands. Nous sommes dans un système de représentation assez complet, et dans un scrutin de liste, n'est-ce pas, au point de vue électoral, ce qui fait que sur un programme politique qui a été adopté par un certain nombre d'électeurs, le parti politique qui a recueilli les voix des électeurs va s'efforcer de tenir le plus près possible les engagements qui ont été pris au moment de la campagne électorale. Donc ça n'a pas quelque chose d'a priori déplaisant ou d'a priori regrettable. Ce qui est peut-être regrettable, c'est ce que je disais il y a un instant, à savoir que les parlementaires sont peut-être insuffisamment libres d'exprimer l'opinion personnelle qu'ils peuvent avoir. Je vous avoue que moi j'aurais attendu et du gouvernement et du Parlement, non pas peut-être des chantiers réformant l'ensemble des institutions judiciaires, mais des gestes, des symboles. L'homme vit aussi de symboles et de légendes. Les pays qui n'ont pas de légende, disait André d'Hôtel, sont destinés à mourir de froid. Nous avons besoin de symboles de ce type-là. Nous avons besoin de gestes salvateurs, nous avons besoin de paroles réparatrices. Moi, j'ai toujours dit, j'attends tout de même, pas personnellement, mais j'attends collectivement qu'un certain nombre d'autorités dans l'État prononcent des mea culpa qui ne sont jamais intervenus. Comment voulez-vous restaurer la confiance ? Est-ce que la démocratie ne doit pas changer de forme ? Est-ce qu'elle ne génère pas ses propres toxines ? Et qu'en est-il de ces dysfonctionnements actuellement ? La démocratie, ce n'est pas exactement comme les civilisations dont Valéry disait, comme vous savez, nous d'autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. La démocratie, c'est l'idée, une double idée, celle de l'universalité des valeurs et de la souveraineté du peuple. Alors, est-ce qu'on peut renoncer à l'universel ? Je ne crois pas. Renoncer à l'universel, c'est-à-dire, est-ce qu'il peut y avoir des valeurs qui, défendues ici, pourraient être contredites là, à l'intérieur du monde, à l'intérieur d'un continent, à l'intérieur d'un ensemble, à l'intérieur d'un pays. Et de procès, par exemple. Non, il n'y a pas de conduite qui ne suppose pas l'universalité. Deuxièmement, et ceci doit être encore plus clair, est-ce que l'idée de souveraineté du peuple, sous prétexte qu'il en ferait mauvais usage, que ses représentants ne se conduiraient pas dans la fidélité aux principes qui ont créé cette souveraineté, est-ce qu'on pourrait
aménager cette souveraineté. Vous savez, ce n'est pas un débat sur le déclin, ce n'est pas un débat qui est posé par la Belgique aujourd'hui, c'est un débat qui s'est posé depuis les origines. Au moment où on crée la souveraineté du peuple, où on la pense d'abord, tout de suite, Montesquieu la défend par un certain nombre de systèmes de méfiance à l'égard du peuple. Il est pour le suffrage censitaire, c'est-à-dire un petit nombre de délégués. À l'opposé, vous avez Rousseau, et qui explose, et pour qui la souveraineté du peuple ne saurait souffrir de limitation. Et il me semble qu'il y a une dimension rousséiste en ce moment en Belgique qui a l'illusion, d'après moi, en tout cas elle a le sentiment, pour ne pas juger qualitativement, elle a l'illusion que la proximité des besoins populaires serait la compensation et même le remplacement, la substitution de la défaillance des élites, de la représentation politique. C'est une erreur totale. Je crois que la démocratie peut être conçue qu'elle a une infinie gamme sur son registre de possibilités, que c'est un manque d'imagination des démocrates que de vouloir renoncer, si peu que ce soit, à la démocratie. Moi, je pense d'abord que la démocratie côtoie de la démagogie. Elle est très proche de la démagogie et que par conséquent, il y a toujours un danger en démocratie que la volonté générale, comme Rousseau l'appelait, ne finisse par se transformer en démagogie généralisée. Je crois que la démocratie a besoin de leadership, c'est-à-dire d'un guide venant d'en haut, bien entendu corrigé, tempéré par la volonté des autres. Mais je crois qu'il est très important que les élites, car il y a des élites, il ne faut pas oublier qu'elles sont utiles et nécessaires, exercent un rôle important. Bien entendu, ce constat que l'on fait, cet manque de satisfaction pour la démocratie hiérarchisée est aussi le résultat du fait que les élites ne font pas leur devoir et très souvent font elles-mêmes de la démagogie pour suivre la volonté générale. Alors, la réalité dont il faut prendre conscience, c'est qu'un système démocratique est un système compliqué, par essence, par nature. Il est compliqué parce qu'il est représentatif. Notre système belge est effroyablement compliqué et merveilleusement démocratique. Je dirais presque, par une boutade, en raison même de sa complication. Mais c'est vrai que le système dans lequel nous vivons en Belgique est un système qui est représentatif à tous les égards. Donc c'est un système compliqué. Un système compliqué est un système qui fonctionne difficilement. Chaque religion naît, connaît son apogée et meurt un jour. Il n'y a plus aujourd'hui personne qui est dévot du pharaon ou de Saturne ou de Jupiter. Et ces religions ont pourtant eu une grande importance à leur époque. Et je pense que pour les idéologies, ça peut être semblable et qu'il y a peut-être des limites à la démocratie que nous atteignons aujourd'hui. Ça ne me semble pas du tout quelque chose d'improbable. D'autre part, lorsqu'on parle de dysfonctionnement, moi je ne suis pas sûre que ce soit des dysfonctionnements. Moi je pense que c'est le fonctionnement naturel. Lorsqu'on nous dit c'est un dysfonctionnement de la justice, qu'on accorde peu d'importance à la disparition d'une petite fille marocaine, alors que quand c'est le fils de clerc, toute la police du pays se mobilise. Je dis ce n'est pas un dysfonctionnement de la justice, c'est un reflet de notre société. Et dans notre société, il est évident que les riches ont plus de pouvoir que les pauvres et que les Belges ont plus de droits que les Marocains en Belgique. Et donc, c'est un reflet absolument fidèle de notre société. Donc moi, je ne suis pas du tout d'accord pour voir ces problèmes de notre société en termes de dysfonctionnement. Pour moi, c'est le fonctionnement normal de notre société. Et selon que vous soyez puissants ou misérables, vous êtes traités de manière différenciée, bien évidemment. En l'occurrence, moi, j'ai été formé par Mendes France. C'était la morale du citoyen. Curieusement, à l'heure où je vous parle, c'est une morale qui refait florès en France en ce moment. Il y a des gens qui s'en réclament au nouveau, même s'ils ne disent pas que c'est Mendes France. En quoi ça consiste? Ça consiste à se rappeler que les premiers mouvements de libération, contrairement à ce qu'on pense, ou à ce que l'on croit
en lisant mal certains textes, n'étaient pas des appels à la liberté. Le peuple voulait prendre en main son sort. Ça veut dire quoi? C'est pas être libre, ça, c'est être responsable. C'est-à-dire avoir plus d'obligations que de loisirs et de possibilités. L'accent de la démocratie dans son essence et sa philosophie a été de donner au peuple le soin immense, incroyablement complexe, qui était avant garanti par Dieu. On lui en a donné la responsabilité. Le travers individualiste de l'interprétation, c'était de croire que l'anarchie était le bien suprême auquel on devait, que chaque individu en devait rêver. Et en particulier chez les jeunes, il n'y a jamais eu ce retour sur la responsabilité. Et en ce moment, on laisse, sauf sursaut, on laisse les réactionnaires en général, les institutions réactionnaires, les églises en particulier, les instruments d'autorité, prendre et confisquer la notion de responsabilité. Ce qui est très grave, parce qu'on sait que ce qu'elles en font, c'est de revenir en arrière. Il nous faut, nous, revenir à l'essence de la démocratie, qui n'est pas, c'est choquant de le dire à quelqu'un comme ça, mais qui n'est pas la liberté. La liberté est une conséquence accessoire de la responsabilité. Mais c'est très subversif, c'est sulfureux de dire ça en ce moment. Voilà qui n'est pas sans intérêt. La démocratie aurait donc encore de beaux jours devant elle, à condition de bien repenser ses valeurs et de donner la place qui lui revient au sens des responsabilités. Point important sur lequel nous reviendrons tout à l'heure en fin d'émission. Abordons maintenant un point qui peut-être paraîtra à certains comme un point particulier, mais qui n'est pas sans importance. La démocratie repose sur l'idée des droits de l'homme. Rappelons qu'un homme sur deux, comme disait l'autre, est une femme. Est-ce que cette cause du féminisme est bien, correctement défendue par la laïcité avec assez de véhémence? Dans quelle mesure la laïcité assimilait véritablement l'égalité de la femme et de l'homme? À première vue, il n'a pas... Bien sûr, ça apparaît comme une des valeurs générales de la démocratie et du XXe siècle, et nous savons que nous en sommes très loin, et ne vous en faites pas, je ne vais pas vous faire un discours. Mais concrètement, pourquoi est-ce que le problème de la démocratie paritaire n'a-t-il jamais été soutenu, épaulé par la laïcité? On s'aperçoit que tout ce mouvement en faveur de la démocratie paritaire demeure encore très largement un mouvement soit venant de milieux intellectuels ou politologues, soit d'organisations féminines de la base. Mais ça n'apparaît pas comme véritablement un objectif de la démocratie et donc de la laïcité. C'est tout. On peut vraiment dire que le mouvement féministe en Belgique est un mouvement laïque, et même un mouvement laïque et de gauche. Lorsqu'on voit l'évolution de la condition des femmes dans notre pays, les moteurs de l'émancipation ont toujours été historiquement des laïcs. Et ça, on peut le voir aussi bien dans le domaine de la contraception, du droit à l'avortement, que dans le domaine des études. Quelles sont les femmes qui ont fait véritablement la promotion de l'enseignement sérieux pour les filles? Ce sont des femmes laïques. Quelles sont les universités qui ont accueilli les premières des femmes? C'était les universités laïques. Et on peut le voir aussi dans le domaine politique, où les 3 premières femmes députées, c'est-à-dire élues directes de l'entre-deux-guerres, sont 3 femmes qui sont 3 laïques. Je pense à Lucie de Jardin, à Lise de Geer et à Isabelle Blum, qui sont les 3 femmes qui sont députées entre 1929 et 1945. Alors je crois qu'aujourd'hui, ces idées d'émancipation des femmes se sont banalisées, ont été récupérées par la société dans son ensemble, mais ça ne doit pas nous faire oublier qu'elles ont été portées de manière très minoritaire par les femmes laïques qui étaient à la pointe du combat féministe depuis le XIXe siècle. Mais aujourd'hui,
il est évident que le féminisme est répandu de manière, je dirais, assez égalitaire dans les différentes strates philosophiques de la société, et donc ça n'apparaît plus comme un combat spécifiquement laïque. Mais il y a encore, je dirais, des poches de résistance, évidemment, contre le féminisme dans les milieux les plus religieux, et cela que ce soit au sein de l'Église catholique, ou dans le judaïsme, ou dans l'islam. Moi, personnellement, je pense que l'émancipation des femmes se fait toujours en dehors des religions. Elle contamine, si on peut dire, des milieux religieux, mais elle a toujours été portée par des milieux laïques. Ces valeurs démocratiques, humanistes, auxquelles nous sommes attachés, auxquelles nous croyons, n'ayons pas peur du mot, elles nous sont donc précieuses et nous estimons qu'il est de notre droit et de notre devoir de les transmettre à ceux qui vont nous succéder, qui un jour nous remplaceront dans la société. C'est le gros problème que se pose tout adulte responsable, qu'il soit éducateur, enseignant ou tout simplement parent. Je me demande s'il faut encore éduquer les enfants à l'heure actuelle en leur inculquant un grand sens de la moralité. Ou est-ce dépassé? Est-ce encore pris au sérieux? Est-ce que cela va leur servir à quelque chose? Je crois qu'on a toujours enseigné la morale à l'école. La question à se poser, est-ce qu'on a enseigné la bonne morale? L'école a toujours donné des indications, donné des règles, pour ainsi dire. C'est normal, c'est tout à fait évident. Mais j'ai l'impression plutôt que dans tous nos pays, pendant très longtemps, on a enseigné la mauvaise morale, c'est-à-dire une morale suivant laquelle la responsabilité n'est pas à l'individu, la responsabilité est aux autres, à la société par exemple. C'est la faute à la société si les choses se passent, si les hommes tuent, si les hommes se droguent, si les hommes commettent de mauvaises actions. Alors cette déresponsabilisation de l'individu, il me semble, a eu une partie importante dans le déclin de la qualité de la vie morale dans nos sociétés. Je crois que l'école devrait enseigner la morale, mais la bonne morale. Et la bonne morale consiste, à mon avis, dans un processus de responsabilisation de l'élève. Et il doit savoir que la faute est à lui. C'est à lui de croître moralement, et s'il n'y arrive pas, il a une forte responsabilité personnelle. Dans tous les phénomènes de la vie, les sermons sont contre-productifs et l'exemple est extraordinairement contagieux. Si on se sépare de ces deux choses simples, on ne comprend rien d'abord et on ne fait rien ensuite. Le sermon est contre-productif. Le prêche, la considération, tout ça c'est une poésie pour prédicateurs complaisants ou intéressé. L'exemple, l'idée que le père, le chef, le frère, le camarade a une personnalité forte et que sans disserter sur son comportement, il le pratique de manière rayonnante et contagieuse, autour de moi et dans mes différentes expériences, ça fait merveille. Mais je crois qu'il faudrait d'abord ne pas leur enseigner que la faute est toujours aux autres, que la faute est la société, est à la société, par exemple. Nous avons pendant très longtemps, dans tous nos pays, par exemple, considéré le vol comme si c'était la faute à la société, comme si la société étant responsable pour la marginalisation de telle ou telle couche sociale, le mauvais comportement de cette couche serait à considérer comme une responsabilité des autres. Les autres étant la société, le pouvoir, entre guillemets, c'est-à-dire des entités abstraites dont, évidemment, personne ne connaît exactement le visage. Non, je crois qu'il faut enseigner aux gens que ça dépend d'eux, de leur travail, de leur engagement, si les choses iront bien ou mal dans leur vie, et que c'est à eux de payer le prix. Voilà, c'était la première série des réponses à vos questions à la laïcité, questions que vous aviez, par notre intermédiaire, posées à nos hommes politiques, à nos penseurs et, disons-le, à la laïcité elle-même.